Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Fréquence Afrique sur CGTN Radio. Cette année marque le 25e anniversaire du Forum sur la coopération sino-africaine. La Chine et les pays africains vont construire ensemble un partenariat fondé sur la solidarité, le développement partagé et le respect mutuel. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'inviter deux journalistes africains pour partager leur regard croisé sur les relations sino-africaines. Voici tout de suite les détails. Fréquence Afrique, Fréquence Afrique, Fréquence Afrique. Sur CGTN Radio. Voici nos deux invités. Ramissou Yaraya, journaliste du quotidien nigérien Le Sahel. Bonjour. Bonjour. Et Benjamin Curio, journaliste indépendant et ancien directeur du journal Burundi Echo. Bonjour, merci. Bienvenue dans notre émission. Et lors de vos séjours en Chine, vous avez eu l'occasion de visiter plusieurs provinces chinoises comme le Shandong, le Hubei ou encore le Hunan. Ramissou, quelles impressions vous a laissé cette expérience? Effectivement, nous avons, depuis notre arrivée en Chine, eu à visiter plusieurs provinces, dont celle dont vous venez de citer. Et cette impression m'a beaucoup marqué, parce que d'abord, c'est le premier voyage le plus long que je fais dans un pays étranger. Et ce voyage m'a permis de découvrir la Chine en profondeur, dans sa culture, ses racines ancestrales, dans son développement, dans la cohabitation qui existe entre la Chine et les étrangers. Et ce qui m'a beaucoup marqué, c'est dans l'une des provinces qu'on a visitées, la province du Sichuan, où nous avons eu à participer à des activités culturelles, notamment la cérémonie d'ouverture des eaux de Doujiangyan. C'était un festival que nous avons beaucoup apprécié, avec les tenues, les costumes traditionnels. Ça nous a permis de nous immerger dans cette culture chinoise qui est conservée depuis des années. Et nous avons également pu visiter un centre technique où sont protégés les pandas, des animaux magnifiques qui sont protégés par la Chine et qui sont en voie d'extinction. J'ai beaucoup apprécié ces animaux parce que de tout temps, nous les voyons uniquement à la télé. C'est la première fois que nous avons pu voir une telle espèce. Et l'autre chose, c'est le développement de la Chine. Dans chaque province que nous avons visitée, en fonction des villes, il y a un développement typique propre à cette localité. Et les autorités, que ce soit au niveau central ou bien au niveau déconcentré, dans les chefs-lieux des provinces, le développement y est. C'est-à-dire que la Chine a su implémenter un développement, que ce soit au niveau de la ville ou bien au niveau des campagnes. Donc c'est ce que j'ai apprécié, cette capacité de la Chine d'amener le développement partout où il faut, même dans les zones les plus reculées. Et Benjamin, quelles sont vos observations sur le développement moderne de la Chine? En parlant du développement moderne de la Chine, je vois directement l'innovation et la technologie qui est au service des communautés. À travers la Chine, on peut découvrir que les innovations technologiques ont pu apporter un plus au niveau des conditions de vie de la population, puisqu'on constate ça à travers les infrastructures socio-économiques, que ce soit les routes, que ce soit les chemins de fer, qui sont érigés avec des technologies de pointe. Et là, je fais allusion aussi à l'intelligence artificielle, qui fait vibrer au niveau de tous les domaines, que ce soit l'éducation, la santé, le transport, mais aussi dans le domaine industriel. Les experts estiment que grâce à l'intelligence artificielle, le taux d'efficacité au niveau de la production industrielle a été multiplié par 100, voire 1000, ce qui prouve que l'intelligence artificielle permet de développer une autre manière de produire, ouvre une nouvelle ère industrielle à l'image de la révolution industrielle qu'on a connue. Donc quand on parle de la modernisation de la Chine, c'est un peu tout ça, c'est aussi le développement au niveau de l'industrie aérospatiale.
puisque la Chine a fait des progrès énormes dans le domaine d'exploration de l'espace, où des astronautes sont envoyés pour découvrir l'autre univers et envoyer des résultats palpables qui pourront nous aider bien sûr à expérimenter la vie sur d'autres planètes. Donc, bref, la modernisation de la Chine est perceptible un peu partout à travers l'économie digitale où il y a des services de paiement qui sont très développés. Et moi-même, j'ai constaté qu'il y a eu une disparition presque complète du cash. En Chine, il n'y a plus de cash. On utilise les autres services de paiement via des applications mobiles, que ce soit au niveau des services de transport, que ce soit au niveau des achats en ligne. Tout ça, ce sont des fruits de la modernisation. Donc, la Chine est un modèle de modernisation qui profite à l'ensemble de la population, que ce soit au peuple chinois, mais aussi à la population mondiale à travers le commerce transfrontalier, le commerce international. Et cette année marque le 25e anniversaire de la création du Forum de coopération sino-africaine. Alors, en tant que journaliste, quel regard portez-vous sur l'état actuel de la coopération sino-africaine? Ramissou? Je trouve que le FOCAC, qui vient de fêter ses 25 ans de relations avec la Chine et les 53 États africains qui ont des relations diplomatiques avec la Chine, est un cadre qui a apporté ses fruits. C'est un cadre qui a permis au commerce africain d'émerger au plan mondial. Aujourd'hui, l'Afrique, à travers son rapprochement stratégique à travers la Chine, puisque la Chine s'est montrée convaincante, elle a montré sa détermination à aider les pays africains et les pays en voie de développement à s'émerger au niveau du monde et à asseoir une base solide économique pour leur permettre de commencer à se développer, de commencer à exploiter leurs ressources minières, parce que les pays africains, il faut le dire, ce sont des pays qui sont riches, mais qui n'ont pas encore les capacités techniques pour extraire ces matériels, les donner de la valeur et les exporter vers le pays en développement. Donc la Chine est un partenaire stratégique qui offre aujourd'hui l'avantage aux pays africains de mettre à leur disposition des entreprises qui sont prêtes à investir dans ces pays, à extraire ces minéraux et à les porter au niveau du marché mondial, mais aussi du marché chinois. Et également, dans ces pays, la Chine, à travers le FOCAC, elle a mis en place un système d'appui sanitaire. Aujourd'hui, beaucoup de médecins chinois exercent dans les hôpitaux, dans les centres les plus reculés des pays africains. Et récemment même, j'ai vu une annonce où un médecin chinois avait perdu la vie en sauvant une Tanzanienne, je crois bien. Je trouve que c'est un acte qui prouve cette bonne coopération qui, maintenant depuis 25 ans, est en train de s'installer. Nous espérons, d'ici les années à venir, d'ici 2030, que la Chine puisse permettre aux pays africains de se former d'abord. Parce que dans une coopération, qu'est-ce qu'on a besoin pour assurer un développement? C'est d'abord la formation des ressources humaines. Et aujourd'hui, la Chine a les capacités, les universités et les professionnels nécessaires pour que nos étudiants africains puissent venir en Chine, apprendre les techniques, notamment les sciences dures. On a besoin d'ingénieurs. La Chine produit des milliers d'ingénieurs par an. Et cette coopération, elle commence à s'installer parce qu'il y a des étudiants africains qui viennent, bien qu'ils ne sont pas très nombreux, mais ils commencent à jeter un regard vers les études supérieures chinoises. Parce que, il faut le dire, il y a la qualité. Aujourd'hui dans le monde, presque dans chaque pays du monde, que ce soit européen ou bien même en Amérique, il y a des ingénieurs chinois qui sont sollicités un peu partout pour leur expertise et pour leur maîtrise des travaux. Donc je trouve que c'est de ça que l'Afrique a d'abord besoin pour asseoir d'abord un développement, pour avoir les compétences humaines, pour exploiter ces ressources, les transformer et pourquoi pas les mettre à la disposition du marché chinois. Le marché chinois, il faut le reconnaître, c'est un marché d'1,4 milliard d'habitants. Donc c'est un marché gigantesque. Donc les importations des pays africains avec le FOCAC et avec les facilités que ce forum
des chefs d'État avec la Chine a créé, notamment les tarifs douaniers qui ont été supprimés pour l'ensemble des importations des pays africains, je trouve que là, c'est une occasion en or pour les pays africains à saisir. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'États africains qui ont été frappés par les tarifs douaniers imposés par les États-Unis et à travers cette décision salutaire de la Chine, c'est aussi notre moyen pour ces États de se passer de ce marché, bien qu'il n'est pas si grand que ça, mais de venir vers la Chine. Après tout, aujourd'hui dans le monde, la Chine, c'est la deuxième puissance économique mondiale. Donc la Chine a beaucoup à offrir aux États africains et les États africains ont beaucoup besoin de la Chine, de son expertise, mais aussi de la politique de ses dirigeants dans le cadre de ce forum. Parce que la Chine promet toujours une coopération gagnante-gagnante. Une coopération où ce n'est pas d'un soumis à un leader, non, c'est une coopération égale à égale. Tu amènes ce que tu as, j'amène ce que j'ai, nous mutualisons nos efforts et chacun prend ses bénéfices. Donc je trouve que là, c'est l'occasion idéale, c'est l'occasion à ne pas rater. Et le FOCAC, nous espérons qu'au-delà de ça, ça va continuer, ça va créer un marché commun entre la Chine et l'Afrique. Et pourquoi pas créer un marché financier, une banque entre la Chine et les États africains pour faciliter au moins le transit des devises. Puisqu'il faut reconnaître aussi, là aussi c'est notre problème, les devises. Les Africains pour commercialiser, même si c'est avec la Chine ou bien avec les autres États du monde, il faut qu'ils fassent par le change de devises, il faut qu'ils passent par les banques centrales européennes. Donc si la Chine peut créer un mécanisme financier qui puisse permettre à ces États de contourner cette imposition qui leur sont faites pour passer des commandes publiques, je trouve que ça serait idéal. Ça va encore davantage renforcer la coopération entre la Chine et l'Afrique, notamment dans le domaine économique. Vous écoutez Fréquence Afrique sur CGTN Radio. L'émission se poursuit juste après cette pause musicale. 是雪一遍一遍不停掉落，天就是天，伸手无法拒绝你说的爱是你口中的爱呀，我也无法揣测你们口中的爱呀。你看山上的茶花开了满遍，为什么还要我妥协？我不相信什么是天命，我只相信我自己，人不为己，天诛地灭。说你土的脸，想恨你的呀不得，害你说不懂，一滴给滴滴的。хэрэггүй сохорсон бол харангуудлаа бэрэн нэмэргүй цагийн зүй тик-так хан дээр амсгах хүрээ намуухай дэшуранэм холэсэн чахав цавд хүрэн цөх дэшуранэм гадаадон залуу насны омгоо你看山上的茶花开了满遍，为什么还要我妥协？我不相信什么是天命，我只相信我自己，人不为己，天诛地灭。长夜路漫漫，我的泪何时干？救人权最
Fréquence Afrique, Fréquence Afrique, Fréquence Afrique. Sur CGTN Radio. Vous êtes toujours sur Fréquence Afrique. On continue à écouter les propos de nos deux invités journalistes africains sur le partenariat Chine-Afrique. Benjamin, quel est votre point de vue sur cette coopération sino-africaine et sur cette politique que Ramissou a citée sur le tarif douanier zéro? J'affirme et je confirme que la Chine est le partenaire fiable des pays africains. D'abord, c'est une coopération mutuellement bénéfique, basée sur le respect mutuel. Et la plupart des pays africains apprécient le fait que la Chine applique le principe de non-ingérence dans les affaires internes des États, ce qui renforce la confiance entre les dirigeants chinois et les dirigeants africains. Et sur le plan économique, il y a pas mal de bénéfices que les pays africains tirent de cette coopération. À titre d'exemple, le flux des échanges en 2024 ont dépassé 295 milliards de dollars, rien que les échanges commerciaux, alors qu'en même temps, les pays africains ont bénéficié des prêts auprès des institutions financières chinoises, mais aussi ça permet aussi de renforcer la confiance au niveau du transfert de la technologie, que ce soit dans le domaine médical, et avec les missions médicales qui sont déployées dans les différents pays, mais aussi des étudiants, comme le disait mon confrère Amissou, des étudiants qui viennent poursuivre les études supérieures en Chine et qui retournent au pays pour assurer le développement. L'Afrique a besoin de se développer et pour se développer, nous avons besoin de financement. Et à l'heure où nous sommes, le système financier international tel qu'il est structuré ne permet plus aux pays africains de pouvoir répondre à ce besoin de financement, d'où il nous faut des alternatives. Et la Chine paraît comme un partenaire qui permet aux pays africains de financer des projets de grande envergure au niveau du transport, au niveau des autres secteurs, notamment le secteur minier, puisque nous avons besoin des industries extractives fortes, ce qui permet d'améliorer la valeur de nos ressources naturelles dont regorge le continent. Et par rapport à la politique tarifaire récemment mise en place, je trouve que c'est une opportunité aux pays africains de pouvoir profiter de cette occasion afin de multiplier ou de diversifier leurs exportations vers la Chine. Et à ce titre, les producteurs ou les industriels africains peuvent se renseigner sur les normes du marché et quelles sont les exigences du marché et se conformer à ces exigences et comme ça résorber en partie le déficit de financement et augmenter les réserves de monnaie étrangère. De cette façon, ça pourrait financer en partie les infrastructures d'appui à la production. Pour mon pays, par exemple, le Burundi dispose pas mal de produits de haute qualité, notamment le café, le thé, mais aussi d'autres produits manufacturés qui seraient éligibles sur le marché chinois, le grand marché asiatique. Et d'emblée, le café, par exemple, a été enregistré le mois dernier. Et j'espère bien que ça peut apporter une plus-value, puisque auparavant, c'était beaucoup plus les pays occidentaux qui en profitaient via des intermédiaires qui venaient pour prendre le café. Et c'est une pratique qui dure depuis trop longtemps.
d'après mes recherches que j'ai faites, j'ai vu par exemple que les Grecs, à l'époque coloniale, étaient impliqués dans le commerce du café au Burundi, ce qui fait que les petits producteurs n'en profitaient pas. Et actuellement, il y a pas mal de réformes dans le secteur au niveau de la filière café pour mettre en place des organes de contrôle de ce commerce, quitte à ce que le pays peut en profiter, mais aussi les petits producteurs peuvent en profiter et encourager pour produire beaucoup plus de café et comme ça l'enflouer les caisses de l'État et améliorer donc la situation économique du pays. Le monde d'aujourd'hui est confronté à une instabilité sur les plans économiques et politiques. Comment percevez-vous l'évolution du rôle et du statut des pays du Sud global? Au niveau de la coopération des pays du Sud global, donc la coopération Sud-Sud, face à la menace permanente des pays occidentaux, notamment les États-Unis, avec les politiques tarifaires, soi-disant qu'ils veulent donc équilibrer la balance commerciale avec l'ensemble du pays et en imposant donc des tarifs réciproques. J'ai vu que l'ensemble des pays du Sud global se sont unis pour faire face à cette menace existentielle. Et réellement, ça doit apporter des fruits, puisque les pays du Sud encouragent la confiance mutuelle, encouragent la collaboration. Il y a, avec la politique de réduction des tarifs au niveau des taxes et des droits douaniers, il y a une lueur d'espoir que d'autres opportunités d'investissement se créent, d'autres partenariats stratégiques sont signés entre les pays du Sud et cela va aboutir à l'inversement de l'ordre économique mondial à mon avis. Et je pense qu'avec les initiatives par exemple qui sont arrêtées au niveau des pays membres des BRICS, cela permet quand même de trouver d'autres alternatives face au système financier international qui est contrôlé par les pays occidentaux et où les pays membres des BRICS ne trouvent pas leur place pour influencer telle ou telle autre décision. Donc ça permet de créer un autre cadre d'échange, de coopération politique, de coopération culturelle, mais aussi de coopération économique, notamment à travers la mise en place d'une nouvelle banque de développement qui permet de financer des infrastructures à travers les pays membres. Cela donc démontre à quel point les pays du Global Sud se réinventent, cherchent d'autres voies de sortie pour réduire la dépendance face au système financier international piloté par les grandes puissances. Ces mécanismes ont pour objectif de renforcer les coopérations bilatérales et trilatérales. Et dans l'avenir, Benjamin, selon vous, dans quel domaine votre pays peuvent-ils renforcer la coopération avec la Chine? Merci beaucoup. D'abord, j'aimerais parler un tout petit peu de la coopération entre le Burundi et la Chine. C'est une coopération pragmatique où il y a des fruits déjà palpables de cette coopération, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau politique, où il y a des échanges sur le haut niveau et nous avons bénéficié du soutien de la Chine au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies quand les grandes puissances voulaient imposer les lois sur la politique interne du Burundi durant la récente crise de 2015 où la Chine a défendu le Burundi au niveau du Conseil de sécurité. Là, ça démontre à quel point il y a des relations
de relations entre les deux pays qui sont solides et basées sur la confiance. Et sur le plan du développement économique, la Chine finance pas mal de projets au niveau de mon pays. Par exemple, au niveau du secteur agricole, il y a des experts chinois dépêchés dans une région proche de la capitale économique où il y a même un centre pilote pour la démonstration des techniques agricoles et les résultats sont déjà là. Puisque dans le domaine rizicole, par exemple, le rendement par hectare est passé de 2 ou 3 tonnes par hectare à 10 tonnes par hectare, ce qui permet aux producteurs d'améliorer le rendement. Et cette technique, avec la nouvelle variété d'iri hybride, est en cours de vulgarisation à l'échelle des pays sur plus de 3000 hectares. Donc ça va permettre au pays de cheminer vers l'autosuffisance alimentaire en termes donc, de cette céréale très prisée dans notre pays. La Chine aussi apporte ce soutien au niveau du domaine médical où il apporte des équipements d'urgence en cas de pandémie de Covid-19 par exemple. Nous avons eu ce genre de soutien pour réaliser les tests rapides. Il y a aussi des activités qui sont réalisées pour assurer donc la prise en charge médicale au niveau des hôpitaux partenaires, mais aussi au niveau des infrastructures. Le pays a déjà bénéficié pas mal d'infrastructures grâce au soutien financier de la Chine. Je citerai par exemple des barrages hydroélectriques dont une inaugurée il y a 2 ans et qui a une capacité de puissance installée de 15 MW. Ça a permis quand même d'augmenter l'offre électrique nationale. Il y a aussi des infrastructures, notamment des écoles, des hôpitaux qui ont été érigés et équipés sur le financement de la Chine. Bref, au-delà de ces infrastructures, il y a aussi des échanges culturels qui se font entre les deux pays. Déjà, l'Université nationale, l'Université du Burundi, se dote d'un institut, l'Institut Confucius, qui permet quand même aux étudiants burundais d'apprendre beaucoup plus en ce qui concerne la culture, la tradition chinoise, y compris la langue chinoise. Au niveau des perspectives, en tant que journaliste qui suit de près les questions économiques et les domaines de coopération entre la Chine et le Burundi, qui touchent presque tous les domaines, moi j'aimerais qu'on évolue vers des domaines spécifiques, notamment au niveau de l'aménagement du territoire et l'assainissement, puisque le Burundi regorge d'énormes potentialités en termes de ressources en eau, mais la technique n'est pas là pour pouvoir donc bénéficier à la population ces ressources en eau. Alors que, à travers les visites que j'ai effectuées en Chine, j'ai vu qu'il y a des avancées spectaculaires enregistrées dans le domaine d'adduction d'eau potable, dans le domaine d'irrigation agricole, mais aussi dans le domaine de construction des barrages hydroélectriques. Ça pourrait nous aider à améliorer les conditions de vie des populations. Et quand je parle assainissement, je parle l'aménagement du territoire, je fais allusion à l'urbanisation. Et l'urbanisation nécessite une planification urbaine qui répond aux exigences du moment. Or, dans mon pays, je vois toujours des constructions anarchiques. Je me dis que l'expertise chinoise serait la bienvenue pour améliorer les conditions de vie au niveau de la population urbaine, que ce soit au niveau du secteur immobilier, où quand même il y a pas mal de projets qui sont là, mais qui manquent de soutien financier. Donc,
Au niveau des logements sociaux, la Chine pourrait apporter que ce soit l'expertise, mais aussi un soutien financier qui permet quand même d'améliorer très rapidement les conditions de vie des 12 millions d'habitants du Burundi. Et nous avons l'avantage d'être un petit pays. Et moi, je me dis que pour nous développer, il ne faut pas plus de temps. Il suffit d'identifier les secteurs prioritaires, ce que déjà le gouvernement a fait à travers la vision Burundi, pays développé, pays émergent en 2040 et pays développé en 2060, qui élabore toute une série de domaines prioritaires et porteurs de croissance économique. Et ce document sert de guide, que ce soit aux partenaires techniques et financiers, mais aussi aux investisseurs. Là, donc, le pays a déjà tracé une politique bien claire. Il reste à nos partenaires, y compris la Chine, de pouvoir donc nous accompagner dans ce processus et pouvoir donc avancer ensemble vers une communauté d'avenir partagé. Il reste encore un grand potentiel pour la coopération sino-africaine. Ouais. Merci Benjamin et Ramissou d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup.